Merci de votre fidélité. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Et le journal de 8h, c'est avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. On est à mi-parcours des vacances d'été et Europe 1 a enquêté sur la saison touristique et dresse un premier bilan Tour de France des stations balnéaires à suivre. À la une également, Sophie. Quand il fait chaud, boire beaucoup c'est bien, mais manger des aliments qui hydratent est également une solution. Après l'épreuve de l'Assemblée hier et les 2 motions de censure, les membres du gouvernement sont reçus à dîner ce soir à l'Elysée. À l'impression des armes 3D suspendues in extremis aux États-Unis. Correspondance de Sonia Dridi dans ce journal. Et puis Neymar en Chine avec le PSG, un pays qui lui voue une admiration inconditionnelle. Cela fait déjà près d'1 mois que les grandes vacances ont démarré. À mi-parcours des congés d'été, Europe 1 a choisi de dresser le bilan du mois de juillet et a fait pour vous le tour de France des stations balnéaires. Conclusion de l'enquête, le début de la saison touristique est pour le moment mitigé. Si certaines villes ont profité des températures agréables, pour d'autres, c'est plus lent. Au Touquet-Paris-Plage, on s'attendait à avoir un juillet qui allait partir sur des chapeaux de roue et finalement ça n'a pas été le cas. Il y a l'effet Coupe du Monde, finalement les personnes sont restées chez eux, ils ont consommé chez eux, voilà. Ici à Cabourg, on a commencé très fort très rapidement, mais ça s'explique par la météo parce qu'il a fait vraiment très rapidement beau. On a aussi une clientèle qui est parisienne de proximité, elle décide de son séjour très rapidement. On peut dire qu'on est sur une fréquentation très correcte. Alors à Lorient, plutôt satisfait, on fait un très bon mois de juillet. Comme le beau temps était là, ça nous a vachement aidé. Nous ici à Ourtin, en juillet ça a été plutôt mitigé. C'est dû à la chaleur. Forcément s'il fait trop chaud, c'est plus du pique-nique, de la plage que du resto enfermé à l'intérieur. Ici à Argelès, on a fait un mois de juillet qui était relativement maigre, 10% de moins que les années précédentes. C'est vrai que cette année les vacances scolaires ont commencé relativement tard, donc on a eu du mal à démarrer la saison. Et là ça repart, là on est complet actuellement pour plusieurs semaines. Une enquête menée pour Europe 1 par Marion Botorel et Margot Kefelec. Et on prend à présent la direction de la Vendée. Bilan demi-saison très décevant. La météo est excellente et pourtant les réservations font grise mine, Pierre-Baptiste Vanzini. Et oui, partout dans les campings en Vendée, on fait le même constat. On est loin d'avoir fait le plein. C'est ce que déplore Claude Dumorier, le directeur du camping de la Dune des Sables au Sables d'Olonne. Il y a des mobiles qui n'étaient pas pris, contrairement aux autres années où juillet, généralement, on restait un camping toujours complet, quoi. Ah, c'est exceptionnel, on ne sait pas vraiment pourquoi. Surtout que le soleil est là, tout est là pour passer de bonnes vacances, mais il y a quand même une baisse. Moins 5, moins 8, moins 20% de fréquentation, ce sont les premiers chiffres pour le mois de juillet qui sont remontés vers Franck Chadeau, le président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. C'est sûr que l'effet Coupe du Monde a un impact négatif sur la fréquentation. Les gens préfèrent rester chez eux, en famille, faire la fête, mais on aurait pu penser qu'avec la météo, le Tour de France et quelques facteurs positifs, tous les feux sont au vert, mais malgré ça, donc on espère beaucoup du mois d'août. Et du côté des restaurateurs, comme chez Dominique Marie, patron de la Fleur de Thym sur le port des Sables d'Olonne, on se pose également beaucoup de questions. On se dit que beaucoup sont partis à l'étranger également. On verra au mois d'août, maintenant, il faut faire le calcul à la fin de saison. Ça ne comblera pas le début du mois. Autres grands absents, les touristes venus des Pays-Bas ou de Grande-Bretagne, eux sont sans doute restés chez eux pour profiter des températures caniculaires inédites sous leur latitude. Pierre-Baptiste Vanzini. Le mercure a dépassé les 40 degrés hier dans le Gard et les températures vont continuer à grimper. La vague de chaleur est prévue pour durer. 19 départements du sud et de l'est sont à présent en alerte orange à la canicule. Et quand il fait chaud, bien sûr, il faut boire beaucoup, mais on peut aussi s'hydrater en mangeant, Virginie Salmen. Inutile de se forcer à boire une grande bouteille d'eau minérale chaque jour. L'hydratation passe aussi par les fruits et les légumes qui peuvent apporter jusqu'à la moitié de l'eau nécessaire à l'organisme, entre un demi-litre et 1 litre par jour. Surtout si on mange du concombre qui contient 97% d'eau, du melon et de la pastèque à volonté, de la laitue, des tomates, des radis. Mais attention, la préparation compte, nous explique le nutritionniste Raphaël Gruman. Il vaut mieux les manger sous forme de crudité, puisque du coup on va conserver un maximum d'eau dans le produit. Quand on va cuire les légumes, on va perdre une partie de l'eau, donc c'est mieux de les consommer sous forme de grandes salades composées. Les fruits type le melon, la pastèque ou le melon d'eau, les melons jaunes, sont des fruits qui sont finalement très peu sucrés. Donc c'est préférable de consommer ce type de produit-là,
puisque du coup, on va absorber beaucoup d'eau sans avoir trop de sucre en complément. Il y a aussi beaucoup d'eau dans le lait et les yaourts. En revanche, mieux vaut éviter les plats pimentés et les aliments trop chauds qui provoquent une transpiration excessive. À proscrire aussi les diurétiques qui font baisser le niveau d'hydratation du corps, c'est-à-dire le thé, le café et les sodas, même très frais. C'était les conseils de Virginie Selmen. 8h05 sur Europe 1, c'était la dernière bataille avant les vacances parlementaires. Les 2 motions de censure déposées par l'opposition après l'affaire Benalla. Oui, et sans surprise, elles ont été rejetées. Il fallait qu'elles recueillent 289 voix pour passer. Celle de gauche a obtenu 74 voix. La première déposée par les Républicains a été votée par 143 députés, y compris par les Insoumis, les communistes et Marine Le Pen. Richard Ferrand, chef du groupe La République En Marche, dénonce le manque de constructivité de l'opposition. Je ne sais pas si c'est la fin, mais c'est un épisode supplémentaire qui montre que les oppositions n'ont rien à proposer, rien en commun, qu'en revanche, ils s'opposent sur tout, qu'ils sont entre eux d'accord sur rien, et que leur seul objectif, c'est en permanence d'essayer de porter atteinte à ce que nous voulons construire. Et du côté des Insoumis, cette affaire ne tombera pas dans les oubliettes avec les vacances parlementaires. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Les vacances ne sauveront pas la majorité. S'ils comptent sur la plage et le soleil pour que cette histoire disparaisse, je crois qu'ils ont tort. L'isolement de M. Macron ne fait que commencer. Nous en avons construit le périmètre, les fossés, et tout ça va maintenant se déployer. Ça va s'approfondir politiquement. Vous allez voir ces choses-là se confirmer. Jean-Luc Mélenchon au micro européen de Martin Lange. Et je reçois à ce sujet dans 10 minutes le député communiste André Chassaigne. C'est lui qui a porté l'une des 2 motions de censure rejetées hier à l'Assemblée nationale. Compte-t-il en rester là? La gauche va-t-elle s'unir durablement pour faire face à Macron? Réponse dans un instant. Et pour faire oublier l'affaire Benalla, mais également à quelques jours des vacances parlementaires, Emmanuel et Brigitte Macron reçoivent ce soir les membres du gouvernement et leurs conjoints à dîner à l'Élysée. William Galibert. Ils vont tenter de souffler côté jardin. Couple présidentiel et gouvernement à la recherche d'un peu de fraîcheur dans tous les sens du terme. Mais 2 semaines après le début de l'affaire Benalla, est-ce vraiment le meilleur moment pour aller dîner chez son patron? Oui, veut croire un ministre. C'est un moment convivial, dit-il, et il argumente. La présence des conjoints va nous éviter de parler politique. Un conseiller du pouvoir abonde. Ce n'est pas une soirée pour faire de la grande politique. Si le président avait besoin de dire des choses à certains, il a déjà eu l'occasion de le faire. Les mises au point déjà effectuées placent donc à la mise en bouche. Esprit buffet, pas de plan de table, histoire de renforcer le team building, comme dit le Nouveau Monde, la cohésion d'équipe. Le capitaine Macron prendra la parole pour quelques bilans et perspectives. L'an dernier, la saveur de la victoire était encore présente. L'exercice du pouvoir est passé par là. Alors, un peu de détente peut-être, mais la pression du travail toujours. Certains ministres ont préféré remanier leur agenda pour être certain de ne pas rater l'invitation du couple Macron. William Galibert du service politique d'Europe 1. 8h08 sur Europe 1, c'est l'une des réformes phares du gouvernement. Le projet de loi Avenir professionnel va être définitivement adopté aujourd'hui. Le texte défendu par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, vise à faciliter le parcours des salariés. Il prévoit entre autres la création d'une application qui leur permettra dès l'automne 2019 de choisir via leur smartphone la formation qu'ils veulent suivre. Olivier Samin. Sur votre téléphone mobile, en une touche, vous pourrez accéder à votre compte personnel de formation. Un compte qui ne totalisera plus des heures, comme aujourd'hui, mais des euros. 500 € acquis chaque année et même 800 € si vous êtes un salarié peu qualifié. Au bout de 10 ans, vous atteindrez le plafond, 5 000 € ou 8 000 € selon les cas, et vous pourrez vous-même, tout seul, voir comment vous allez utiliser ce capital. L'application de votre téléphone vous présentera les différentes formations certifiantes qui sont disponibles dans votre région, le taux d'insertion dans l'emploi à l'issue de la formation que vous avez repérée, le salaire prévisionnel à l'embauche ou encore les commentaires laissés par les personnes qui ont suivi la formation avant vous. Et ensuite, là encore, avec votre smartphone, vous pourrez vous inscrire et payer la formation directement, sans appel à un intermédiaire. Ce sera donc très simple. Sauf que justement, disent les partenaires sociaux, le choix d'une formation est lourd de conséquences. Et laisser un salarié ou un chômeur seul face à cette décision peut déboucher sur une solution qu'il regrettera. Pas de crainte à avoir, répond le gouvernement. Les personnes qui voudront être accompagnées pourront faire appel à un conseil en évolution professionnelle qui sera gratuit.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Du mieux à la gare Montparnasse de Paris, 5 jours après l'incendie d'un poste électrique à Issy-les-Moulineaux, 3 trains sur 4 sont prévus aujourd'hui. En parallèle également à Paris, une importante panne a paralysé le trafic durant plusieurs heures hier sur la ligne 1 du métro et provoqué le chaos. L'actualité internationale, on prend la direction des États-Unis. La justice américaine suspend temporairement et in extremis l'autorisation d'imprimer des armes en 3D, Sonia Dridi. Oui, c'était -1. Le grand public n'aura pas accès aujourd'hui, comme prévu, à ce qu'on appelle ici les ghost guns, les armes fantômes. Composées de plastique, elles sont potentiellement intraçables. Son numéro de série est indétectable dans les portiques de sécurité. Le cauchemar des anti-armes. Un tribunal de Seattle, saisi par 8 États américains et la capitale Washington, vient tout juste hier soir de dire stop. Le créateur de ces armes en 3D n'a pas l'autorisation de mettre en ligne son mode d'emploi. Bob Ferguson, l'un des procureurs qui a porté plainte, a dit son soulagement sur CNN. On revient au point de départ, avant que le gouvernement décide de changer sa politique concernant ces armes 3D. Cela signifie que quiconque postera ces informations en ligne violera la loi fédérale et pourra souffrir de très sérieuses conséquences. Mais Cody Wilson, le créateur de ces armes, un trentenaire du Texas qui se décrit comme un crypto-anarchiste, assure avoir déjà publié les plans sur Internet. Ils auraient été téléchargés des milliers de fois. L'arme en 3D a suscité une vive inquiétude dans le pays. Il faut dire que 30 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis à cause des armes à feu. Et Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. 15 jours après la fin du mondial, Neymar retrouve le PSG dans l'un des rares pays où il est encore adulé. Oui, l'attaquant brésilien s'envole pour la Chine avec son club. Il y disputera le trophée des champions samedi contre Monaco. Un retour confortable pour Neymar dans un pays où il est adulé, Julien Froment. En Chine, Neymar est pour ainsi dire attendu comme le Messi. Là-bas, c'est tout simplement une icône. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser son portrait sur les devantures des buildings. Le Brésilien, footballeur de génie et homme sandwich à ses heures perdues, est l'ambassadeur de plusieurs grandes marques de téléphonie, téléviseurs ou encore constructeurs automobiles. Neymar n'était pourtant pas sûr d'aller en Chine. Sa présence n'a été confirmée que dimanche dernier à la Ligue par son club, le Paris Saint-Germain. Un ouf de soulagement car les diffuseurs chinois mettaient la pression pour que la vedette brésilienne soit bel et bien présente samedi prochain au Trophée des Champions. Une marque d'affection qui devrait réjouir Neymar car au Brésil, depuis quelques jours, il est vivement critiqué pour une vidéo réalisée par un de ses sponsors. Dedans, le joueur de 26 ans confesse que parfois il a tendance à exagérer ses chutes, mais qu'il souffre réellement sur le terrain. Une autocritique pas du tout au goût des médias brésiliens qui pointent du doigt un manque de sincérité. Alors que Neymar se rassure, en Chine, ce sont des centaines de supporters acquis à sa cause qui devraient l'accueillir. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie. Europe 1.